Bien. Donc, vous avez maintenant l'habitude de ce moment du débat d'orientation budgétaire, qui intervient donc dans un délai de 2 mois avant le budget primitif, la présentation générale du budget, des engagements pluriannuels envisagés. Juste une chose, c'est pas un document, ce n'est pas moi je ne fais que le présenter, c'est un document très lourd à établir. J'ai pu noter en commission des finances que certains ne se rendent pas toujours compte du travail important que cela représente. Merci, Monsieur Laurent, pour la qualité de ce travail, cette synthèse, et pour l'efficacité. Donc, ce débat, comme d'habitude, on parle un tout petit peu des perspectives économiques qui, évidemment, sont indispensables à la lecture de nos prévisions. Au niveau du retour de la croissance, enfin, avec 2,2% sur un an pour les trimestres 2017, effectivement, on avait 0,2 en 2014, 1,1 en 2015-2016. Il est aussi évidemment plus facile, quand on est plus bas, que ça monte un peu plus vite que d'autres, bien sûr, c'est vraiment mathématique. Ceci dit, le problème malheureusement, c'est que l'emploi ne s'améliore guère, avec tous les problèmes humains que cela pose, puisqu'on est vraiment presque étal au niveau des chômeurs sur un grand nombre de catégories. Le déficit commercial et la dette se creusent. La dette, vous vous en souvenez, il ne fallait pas que ça monte au-dessus de 2000. Bon, toutes les assurances avaient été prises. Bien évidemment, la Cour des comptes avait déjà indiqué que c'était impossible au moment où c'était présenté. On voit bien que la Cour des comptes avait évidemment raison, comme tout le monde le pensait d'ailleurs, sauf les gouvernants qui s'est semblé. Au niveau du contexte géopolitique, donc toujours beaucoup d'incertitudes, que ce soit le Brexit, les futures élections italiennes, effectivement, le Moyen-Orient, la Corée également, même si les Jeux Olympiques semblent en mesure d'apaiser un peu les choses. La politique monétaire, donc, qui alimente des bulles spéculatives. Alors là, effectivement, des experts et économistes craignent l'éclatement. En même temps, comme vous le savez, si ça tombe actuellement pour le Dow Jones, on ne sait pas vraiment ce qu'il en sera aussi par ailleurs. Il y a toujours des incertitudes. On doit en tenir compte dans les différentes prévisions qu'on a. Les experts ont toujours raison après coup. C'est toujours plus facile d'expliquer quelque chose après. Très bien l'histoire. Oui, voilà exactement. Donc plus que de réelle anticipation. Ceci dit, comme à chaque fois, il y en a deux qui disent il y a toujours au moins 2 voix différentes, il y a toujours un qui a raison. Voilà, donc au niveau maintenant des grands traits de ce budget, donc d'abord les éléments d'impact des dispositions de finances. Donc l'élément important est bien sûr à nouveau la dotation globale de fonctionnement qui baisse. Alors elle baisse d'une façon assez étonnante par le nombre d'habitants qui baisse. Vous vous souvenez peut-être il y a 2 ans on était content parce que la DGF montait parce qu'on augmentait le nombre d'habitants d'environ 400. Là on baisse de 334. Donc je dirais que évidemment on peut avoir les plus grands doutes sur les méthodes utilisées par l'INSEE, c'est un autre débat. En tout cas, donc, là, on perd environ 30 à 35 000 euros de ce fait. Et par ailleurs, c'est l'écrêtement. Donc, l'écrêtement, comme vous le savez, c'est le problème du potentiel fiscal, parce qu'on est dans les communes qui ont un potentiel fiscal moyen supérieur à 75% par rapport au potentiel fiscal moyen national, ce qui fait donc qu'on a 70 000 euros à cet égard. Donc, vous avez ensuite un petit tableau qui rappelle que finalement, en 6 ans, en 7 ans, pour être très précis, c'est une chute de moitié, la moitié. Donc, c'est pas rien au niveau de la ville. On imagine au niveau de l'État, comment l'État ferait si des postes comme ça, à la hauteur de l'État, avaient une baisse de moitié. Donc, c'est un effort demandé aux collectivités, dont vous ressentez l'effet pour notre ville. On a aussi sur les départements et les administrations. Au niveau de la réforme de la taxe d'habitation, donc là, comme vous savez, le chef de l'État a annoncé donc, la suppression sur 3 ans pour 80% des ménages, et à terme, mais sans préciser de date exactement, donc il allait la supprimer. Donc à Maison Lafitte, 34% de 2007 des Massoniens en bénéficieraient, donc au total en exonération, ça ferait 42,3%, donc on est en dessous de la moyenne nationale. La taxe d'habitation, donc c'est la première ressource de notre commune. Il y a des communes où c'est la taxe foncière qui est la plus élevée, nous c'est la taxe d'habitation. Et ça représente le quart du budget de fonctionnement de notre commune. C'est considérable, et notamment parce que l'État n'aura pas les moyens effectivement de financer tout cela, et que bien évidemment il y aura, alors certes on nous dit pas un nouvel impôt, c'est vrai ce sera peut-être un ancien impôt, mais avec des taux majorés. Donc c'est une question aussi un peu d'hypocrisie et de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, parce que je pense qu'ils savent ouvrir les yeux. Et j'espère que ce discours ne sera pas pris. Donc, au niveau de la revalorisation des bases, l'an dernier, donc c'était 0,4%, 1% en 2016. C'est l'inflation sur un an, donc 1,24, et donc sans variation physique des bases.
et vous avez donc le produit fiscal tel qu'indiqué, et donc avec une augmentation de 326 000 euros, compte tenu aussi des rôles complémentaires et supplémentaires qui viennent influer, ne soyez pas surpris du pourcentage qui évidemment ne peut pas cadrer, puisqu'il faudrait prendre en compte les impositions supplémentaires, les ordres supplémentaires et complémentaires, les rôles supplémentaires et complémentaires. En matière de dépenses de personnel, il y a le gel du point d'indice de la fonction publique et le rétablissement du jour de carence. L'abondement de la dotation de titres sécurisés, vous savez, c'est pour les passeports, les papiers d'identité et autres, et en fait, ça ne couvre pas les dépenses que l'on a, donc c'est ailleurs évidemment, mais c'est plutôt négatif. Et la pérennisation du fonds de soutien à l'investissement local, qui était présenté comme exceptionnel, qui donc maintenant s'institutionnalise, c'est celui dont nous avons bénéficié pour environ 180 000 euros au titre de la résidence personnes âgées, il y a 2 ans, et on est toujours, évidemment, toujours à l'affût des subventions que l'on pourrait demander à ce titre. Alors ça concerne tous les éléments, je dirais, de réhabilitation, mise en norme, mobilité numérique, digitale, un petit peu tout ce qui est dans l'air du temps et dans l'air normal du temps. Et donc on est mobilisé pour porter tous nos dossiers dès lors qu'on sent une possibilité. Donc effectivement d'autres éléments sont à prendre en compte, avec cette fois, cette année, une remontée importante du fonds de péréquation intercommunale, alors qui est maintenant, comme vous le savez, vu au niveau de la communauté d'agglo, la CHGBS. Donc cette fois, c'est pour la première fois le coefficient d'intégration fiscale réel, et non plus, comme les 2 dernières années, le CIF moyen. Donc il faut voir qu'on en avait profité au moment, effectivement, où on a mutualisé dans le cadre de la CHGBS. Et là maintenant, bon ben, comme on est au réel, on va perdre donc environ 170 000 euros. Alors malgré tout, dans le schéma que vous avez là, comme vous voyez, donc, il y a une remontée, c'est toujours dommage puisque beaucoup de points augmentent, mais en tout cas, on reste a priori à un niveau de 800 000 euros prévisionnels pour les 2 années à venir. Concernant donc les dépenses courantes, donc là effectivement on a dans le quotidien des services, et ça je peux vous garantir que dans les services on le voit régulièrement, c'est la remise en concurrence régulière des contrats, la mutualisation des marchés de fluides qui est très nette, avec le CIGEF et d'autres également, on a à chaque fois cette préoccupation, la maintenance préventive des bâtiments et installations, là ce sont nos services techniques qui sont particulièrement vigilants sur ce point, et la recherche constante d'économie imposée aux services et qu'on sent parfaitement dans l'évolution, bien sûr, des dépenses de personnel et de fonctionnement. Donc, on reconduit les crédits malgré les tensions inflationnistes sur les fluides, et donc, effectivement, il y a un petit mot de félicitations que j'avais indiqué avant pour les services qui font de gros efforts à ce niveau, et je puis vous assurer que c'est également dans le domaine du quotidien, mais c'est souvent sur des petits détails qu'on fonde de grands principes. On a également, donc, au niveau du dépense de personnel, des démarches d'audit interne et d'organisation stratégique, effectivement, pour mutualiser, pour geler les postes, si c'est possible, supprimer définitivement des postes, sachant qu'il ne faut pas oublier non plus les transferts de l'État qui font que ce n'est pas forcément facile quand il y a des postes, quand il y a des ajouts de travaux au titre des collectivités sans fournir les moyens. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut aussi compenser les manques de l'État. Voilà, donc en 2017, 11 postes supprimés au tableau des effectifs, 5 en 2016. Donc, en fait, c'est important, c'est très important, parce qu'on n'est quand même pas pléthorique par rapport à toutes les activités qui sont réalisées. D'ailleurs, en commission des finances, on a eu des reproches sur le fait qu'il aurait peut-être fallu augmenter, finalement, des postes pour offrir plus de services. Donc, il faut arriver à l'optimal, ce que nous nous efforçons de faire, tout en ayant cette démarche. Donc, ce qui nous permet effectivement d'avoir des dépenses de personnel au BP 2018 identiques à celles du BP 2017. J'ai été voir un certain nombre de débats d'orientation budgétaire sur Internet qui sont déjà passés. Cette situation est assez exceptionnelle. Certaines communes se battent, parfois également dans des communes qui sont nettement supérieures, donc c'est plus facile. Mais sinon, d'une façon générale, c'est un chiffre, disons, qui est excellent au niveau évolution, bien évidemment. Pour le logement social, donc, on en disait un mot, notre maire en disait un mot tout à l'heure sur la loi SRU. Donc le prélèvement, comme vous le savez, était de 394 000 euros. Désormais, donc, et pour les 3 exercices de 2018 à 2020, il est majoré d'une pénalité fixée à 100%, donc ce qui fait donc, à peu près 800 000 euros. Donc en même temps, comme vous le savez aussi, nous ne payons pas ces pénalités,
puisqu'on le fait via le paiement de surcharge foncière ou de concession de moins-value sur cession. Et donc finalement, ça permet de profiter directement à des opérations qui sont sur la commune, plutôt que de donner un fonds, disons, dont on ne sait pas exactement ce qu'il se passe.